chouette un bureau d'éditeur. Vous êtes les bienvenus pour la dernière émission Kaboom de la saison et comme vous l'avez compris, on va aller à la rencontre du métier d'éditeur. Allô, oui. Oui, bien sûr que c'est moi, oui. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Oui, excellent. Oui, il y avait un petit dragon dans l'histoire. Et oui, voilà, c'est ça. Et à la fin, la fille meurt. On tient un truc. Mais malgré la qualité, évidente de votre projet, je suis au regret de vous dire qu'en fait, il ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Oui, voilà, c'est ça. Le métier d'éditeur de bande dessinée, c'est un peu comme le métier de producteur de musique. C'est quelqu'un qui permet d'affiner, c'est comme un tamis. Il prend la chose, il la dégrossit un petit peu et il la met à disposition d'un certain public sur un certain support. Voilà. C'est pas lui qui a le talent, c'est lui qui prend le talent des autres et qui le magnifie, je dirais. C'est vraiment la personne qui est un peu le pivot à la base des projets avec les auteurs et qui est le lien aussi avec tous les autres services de la maison d'édition et puis tous les autres intervenants de la chaîne du livre. Il faut sentir le monde, il faut sentir les gens, il faut sentir ce qui se passe autour de soi. On travaille sur plein de degrés, pas que sur la création, mais c'est un accompagnateur. Voilà, c'est quelqu'un qui est là pour faciliter le travail d'un auteur. De temps en temps, l'éditeur va être le bourreau et puis va devenir l'esclave de l'auteur. De temps en temps, il va être son banquier et puis il va devenir son meilleur ami, son psychologue, etc. Le bon éditeur, c'est celui qui écoute son auteur et si son auteur lui dit « Je n'ai pas besoin que tu mettes le moins du monde ton nez ou un petit orteil dans ma création, je te demande juste de me payer mes planches quand je te les rentre », eh bien, vous devez prendre ce rôle-là. Par contre, vous avez des gens qui disent « j'ai besoin de ton feedback ». Et vous devez lui donner le feedback. Il faut savoir décoder ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'il est flippé, pourquoi est-ce qu'il ne va pas bien, pourquoi est-ce qu'il n'avance pas. Si on n'a pas une affinité avec un ou deux auteurs sur un projet, ça va être un enfer de travailler ensemble. Hein, quoi. C'est quand même, voilà, c'est quand même une aventure qui dure 1 an, parfois 3-4 ans. Chaque maison d'édition, en effet, c'est une approche différente entre guillemets, de l'auteur. Au jour d'aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche faire moins pour faire mieux. C'est-à-dire ne pas avoir un catalogue où on teste des choses, si ça ne marche pas, on les arrête, etc. C'est plutôt accueillir peu de projets, mais bien les défendre. Une maison d'édition, c'est beaucoup de gens. Il y a des gens qui s'occupent uniquement de contenu, il y a des gens qui s'occupent de distribution, de marketing, de choses techniques. Quand tu es éditeur, on ne peut pas juste se contenter de faire un bouquin en se disant « c'est génial ». À qui il s'adresse, combien on va en imprimer, combien on va en mettre en place. Donc ça demande d'avoir, je dirais, une vue assez générale des choses. C'est évidemment pas l'éditeur qui met les mains dans le cambouis sur tous les aspects du livre, mais il a quand même besoin, ne fût-ce que pour répondre aux questions des auteurs. Tiens, mon livre, quand s'imprime-t-il? Ce sera imprimé à quel format? Il se vendra à quel prix? Qu'est-ce que vous faites pour soutenir le livre quand il sera dans les points de vente, etc. Et il y a des avantages et des inconvénients à chaque mode de fonctionnement. Le rôle de l'éditeur est mieux défini chez Dupuis. Dans une maison comme Kennes, l'équipe étant plus petite, on est plus amené à s'occuper d'un peu de tout. Évidemment, on connaît tout le monde. Ici, on mange avec tous les départements, en fait. C'est comme si toute la société Dupuis était rassemblée à l'heure de midi autour de la même table. Ça ferait 300 personnes, ce serait un peu compliqué. Ici, avec 8 personnes, on le fait. En fait, la ligne éditoriale d'une maison d'édition, elle est déterminée par les responsables éditoriaux et les éditeurs. Il y a 2 manières de procéder. Ou bien, il y a une maison qui est associée, je dirais, à un style. Longtemps, on a associé Soleil à de l'heroic fantasy, par exemple. Ou bien, vous avez, comme chez Dupuis, des lignes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la ligne tout public, mais il y a aussi Air Libre et plein d'autres collections. Et chaque collection peut avoir une identité propre. Donc, en clair, aujourd'hui, tout est ouvert. Vous avez de la bande dessinée grand public, aussi bien chez Dupuis que chez un petit éditeur. Vous avez des choses pointues, aussi bien chez Dargaud que chez un petit éditeur.
Une ligne éditoriale, elle se fait, je crois, principalement, effectivement, d'abord par le socle de la maison d'édition qui a créé cette ligne BD, et après ça, elle est modifiée, ou elle est améliorée, ou elle se maintient grâce à la personnalité de l'éditeur. On rigole beaucoup avec ça, on n'a aucune ligne éditoriale chez Kenes Éditions. On fonctionne vraiment au coup de cœur, donc si quelque chose qu'on n'a jamais fait nous plaît, nous séduit. Si en plus le contact avec les auteurs qui sont à l'initiative du projet est bon, eh bien on va décider de le faire, même si on n'avait jamais fait ça auparavant. On n'a pas la lettre type que beaucoup de maisons d'édition ont, qui est de répondre à des projets, vous n'entrez pas dans notre ligne éditoriale, on vous refuse pour cette raison-là. On n'a pas de ligne éditoriale. Historiquement, un éditeur, donc un responsable éditorial, était attaché à une maison. Et le gars faisait tout, faisait l'appui et le beau temps. Il y avait un éditeur chez Guy Delcourt, c'était Guy Delcourt. Chez Glénat, il y avait un éditeur, c'était Glénat. Et puis ces sociétés ont grandi. Et aujourd'hui, chez Delcourt, il y a peut-être 15 éditeurs. Il y a des gens qui, lorsque j'ai changé de maison, m'ont suivi. Il y a des gens qui, lorsque j'ai changé de maison, ont applaudi en se disant « Ouf, on l'a enfin hors des pattes ». Il y a beaucoup plus de turnover qu'avant, mais je crois que c'est sociétal. Les grands auteurs qui sont entrés chez Dupuis dans les années 60, 50 ou 60, certains y sont encore. Je prends Willy Lambille, il a 50 ans de carrière chez Dupuis, parce qu'on entrait dans une maison d'édition comme Dupuis, comme on entrait en religion. Il faut aussi se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on gagne moins bien sa vie en faisant de la bande dessinée, et donc à un moment, il faut multiplier les collaborations. Et vous ne pouvez pas travailler à vie pour le même éditeur, ou alors vous avez la chance de faire partie des 2% qui font en sorte que le loyer soit payé. Je crois que la grande qualité d'un éditeur, c'est d'abord d'arriver à pouvoir dire non. Sur 100 projets qu'on reçoit, il y en a 95 qui n'ont aucun intérêt, et il y en a 5 sur lesquels on va échanger. C'est pas pour ça qu'ils vont être publiés. Peut-être qu'à la fin, il y en a un qui finira en album. Mais en tout cas, il y en a 5 qui méritent qu'on travaille dessus, et puis éventuellement, les promesses ne seront pas tenues, si vous voulez. En général, pour valider un projet, on a besoin d'un synopsis assez détaillé, de quelques pages découpées, donc dialoguées, et puis de quelques pages finalisées. Le grand luxe pour un éditeur, c'est d'avoir un découpage complet, parce que là, on peut vraiment se rendre compte du rythme, des dialogues, de l'ensemble du scénario. Après, s'il y a des défauts trop importants dans ce découpage complet, ça dessert évidemment l'auteur. La recherche des nouveaux talents, ça c'est un peu le mythe de l'éditeur. Faire un album avec une découverte, bon, oui, c'est bien, bien sûr, mais ce qui est le plus dur, c'est accompagner. Le mettre sur un bon projet, si le projet n'est pas bon, de recommencer autre chose. J'aime bien aussi que des plus petites maisons d'édition, des nouvelles maisons d'édition fassent un travail qu'on pourrait faire ou qu'on ne sait pas faire ou qu'eux font mieux que nous. Et c'est intéressant aussi d'avoir ces gens qui défrichent. Alors évidemment, ça peut être un peu dur après, parce que c'est vrai que l'auteur qui est bon et qui marche bien, il a plutôt tendance à vouloir passer à une grosse maison d'édition. Mais je crois que c'est un phénomène qui est le même en musique, en cinéma. Il y a 2 types de frustrations possibles quand on a loupé un projet. C'est soit qu'il est devenu un projet ultra qualitatif, ce que moi, éditeur, je n'avais pas vu, ou bien parce que ça fait un carton commercial. Il ne faut pas se voiler la face. On est là, on travaille dans des entreprises dont le but final est de gagner de l'argent. On n'est pas au ministère de la Culture ici, si vous voulez. Le boulot de l'éditeur, c'est d'arriver à la fois à pouvoir proposer des grands succès et des choses plus pointues, mais qualitatives dans lesquelles il croit, et qui vont assurer le côté qualitatif du catalogue, qui vont enrichir un catalogue. Ça m'est déjà arrivé de croire énormément dans un projet qui s'est littéralement planté. Quand je suis rentré chez Dupuis, c'était Claude Gendreau qui était directeur éditorial. Et il y avait une formule qu'il utilisait de temps en temps qui consistait à dire qu'un mauvais éditeur, c'est un éditeur qui se trompe 5 fois sur 6. Un bon éditeur, c'est un éditeur qui se trompe 3 fois sur 6. Donc un bon éditeur, c'est quelqu'un qui se trompe moins souvent que les autres. Quand je dis se trompe, c'est pas sur la qualité du projet, c'est sur la performance commerciale du projet. Parce qu'on peut
On peut se planter sur un projet en termes de vente, ça n'empêche pas le projet d'être bon. Et inversement. J'ai refusé effectivement des bandes dessinées qui sont devenues des succès plus tard, mais c'est des bandes dessinées que moi je n'aimais pas. Alors le public les a aimées, ou bien ce sont des bandes dessinées où je me suis dit c'est très bien, j'ai vraiment envie de l'éditer, mais moi ou la maison d'Argo, on ne sait pas vendre ça. Quand j'étais patron du journal Spirou, j'ai refusé L'élève du Cobu, qui a cartonné au Lombard après. Mais je sais pourquoi je l'ai refusé. Il y avait une raison. Parce que c'était encore une histoire avec un gamin à l'école. Et des histoires de gamins à l'école, j'en avais déjà 5 ou 6 au catalogue. Et donc, ça servait à rien d'en faire une 7e. Voilà. Et ça a marché ailleurs. Et tant mieux pour les auteurs. C'est ma vie d'avoir des projets que je trouve bien, qui n'ont pas marché, ou pas marché assez bien, ou pas marché comme je le voulais. Il faut qu'au moins on puisse se dire j'ai tout fait pour que cette BD soit bien. Moi, c'est le contrat, en tout cas, que j'essaye de remplir, c'est d'être en accord avec moi-même et avec l'auteur en disant bon, écoute, sorry, on a fait le meilleur job et eh bien, ça n'a pas pris cette fois-ci. Voilà. C'est pas parce qu'on a validé un bon scénario avec un bon dessinateur que ça fera un bon album. Hein. En cours de route, tout peut changer. Quand on reçoit un projet, il est souvent au stade d'embryon. Et donc, c'est pas toujours évident de pouvoir imaginer et extrapoler ce que ça va donner au final. Être éditeur, c'est aussi faire de la projection et faire confiance à des auteurs par rapport à un projet qui n'est pas finalisé. Il y a une chose qu'il faut mettre en avant aussi, c'est que le paysage a profondément changé sur la production de la bande dessinée. Avant, et quasi exclusivement, les projets naissaient dans les journaux. Alors vous connaissez tous Tintin et Spirou, vous connaissez peut-être un peu moins À suivre, Pilote, Pif, Circus, Métal Hurlant. Lancer un bouquin sur le marché aujourd'hui, c'est très très risqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire, un dessinateur, un propos, une ambiance. Ça passe ou ça casse. Dans un journal comme Spirou qui doit faire 48 ou 52 pages, vous avez 20, 25, 30 auteurs différents. Donc ça veut dire que vous pouvez essayer des choses. Vous pouvez essayer une histoire de 4 pages avec un gars parce qu'il a une idée. Ça marche pas, c'est pas très grave. Vous n'allez pas couler le journal pour ça et vous n'allez même pas couler l'auteur pour ça. Parce que ça veut dire que la semaine prochaine ou dans 2 mois, il pourra réessayer autre chose et quand il sera prêt, il pourra se lancer dans la grande aventure. Donc les journaux restent pour moi un élément vital dans la création de la bande dessinée et les éditeurs qui n'en ont plus s'en mordent vraiment bien les doigts. On prend souvent l'image du camembert. Donc, le camembert aujourd'hui est le même qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'on vend autant d'albums aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, il y avait moitié moins de titres qui sortaient. Donc chaque part de camembert était plus grande. Et donc pour que le métier reste vivable pour les auteurs qui sont derrière, il faut fatalement réduire le nombre de titres qu'on sort. Sinon les auteurs ne vivront plus et l'éditeur risque de perdre de l'argent sur pratiquement tous les projets qu'il sort. Ce qui est certain, c'est que la bande dessinée est victime, entre guillemets, de son succès. C'est-à-dire, comme la bande dessinée a très très bien marché, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu en faire. Le côté positif, c'est que ça apporte beaucoup de richesse. Le revers, c'est que, effectivement, ça crée un embouteillage. Alors c'est un choix, qu'est-ce qu'on veut ? On veut un choix limité ou bien est-ce qu'on veut avoir plein de possibilités ? Moi, je reste persuadé que c'est mieux d'avoir un grand choix, que c'est plus riche. Alors, c'est sûr, il y a plus de déchets ou il y a plus d'échecs commerciaux, mais proportionnellement, je ne suis pas sûr que c'est pire. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des auteurs, peut-être qui n'ont pas changé leur manière de fonctionner, qui souffrent. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui font de la BD, mais qui font autre chose. Il y a aussi d'autres possibilités de se faire éditer. Aujourd'hui, il y a des centaines d'éditeurs qui se revendiquent éditeurs de bande dessinée. Il y a 20 ans, il y en avait 5, il y en avait 4. Et c'est très bien qu'il y en ait des centaines. Le problème, si vous voulez, c'est que les tables des libraires n'ont pas fait x100 et le portefeuille des amateurs de bande dessinée n'a pas fait x100 non plus. Alors, il n'y a pas de secret. Il y a quelques maisons d'édition et quelques auteurs qui font le marché. Rendez-vous compte que la première vente
de BD, c'est encore Astérix aujourd'hui. Chacun sa stratégie. Il y a des éditeurs comme Dupuis, par exemple, qui a un catalogue d'une richesse infinie. Ils ont un patrimoine phénoménal derrière eux, donc ils vivent aussi, moins bien qu'avant, mais ils continuent à vivre quand même bien sur leur fond. Donc il y a moins une nécessité de sortir du titre. Il y a des éditeurs plus récents, je pense à Soleil, je pense à Delcourt, qui n'avaient pas en commençant ce catalogue, et donc la seule façon d'exister, c'était de sortir beaucoup de titres et de ne continuer que les quelques-uns qui, parmi tous ces titres sortis, avaient été repérés par le public. Ici, chez Kennes, on essaye de trouver le juste milieu, c'est-à-dire on est obligé, nous aussi, de sortir des titres pour exister. On n'a pas de fonds, on est une jeune maison d'édition, mais on essaye de ne pas sortir trop de titres pour pouvoir justement les défendre. On pense que si on lance des graines sans les défendre, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va germer. Il ne suffit pas de mettre un livre en librairie et puis de ne rien faire, parce que sinon il va rester en librairie quelques semaines et puis disparaître. Donc il faut accompagner par de la promotion, il faut vraiment essayer de communiquer un maximum. Tout ça prend du temps, donc forcément si on produit moins d'albums, on a mieux le temps de les accompagner par la suite. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la bande dessinée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'effritement des certitudes. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, je crois qu'on savait encore relativement ce qui allait fonctionner ou pas. Ça fait assez longtemps que tous les éditeurs se posent la question de savoir comment rebondir, je dirais, avec les baisses des ventes. Et très honnêtement, la seule manière qui, depuis 10-15 ans, est creusée, c'est d'aller ailleurs, c'est-à-dire de partir vers le numérique, de partir vers la licence, de faire du cinéma, de l'animation, etc. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'un projet de bande dessinée, on parle d'un projet, je ne connais même pas le terme, mais d'entertainment graphique. Cela étant, le Graal que tout le monde cherche aujourd'hui, c'est quand même le Graal du numérique. Et là, il y a eu plein d'essais. Pour l'instant, ça reste de l'artisanat et de la recherche. Par rapport à l'évolution de la bande dessinée ces dernières années, je suis assez optimiste parce qu'il y a énormément de choses qui vont dans tous les sens et qui permettent de renouveler la BD. Elle a été d'une certaine façon réhabilitée aussi, puisque la bande dessinée parle aussi aux intellectuels et elle continue à parler aussi aux enfants et puis à proposer du pur divertissement comme des choses très complexes. Après, il y a tout ce qui concerne le statut des auteurs et puis les difficultés aussi de certaines maisons d'édition, parce que je pense qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui qu'il y a d'un côté les auteurs qui sont exploités, mal payés, dans une situation précaire, et les éditeurs qui seraient des espèces de géants qui auraient tout pouvoir décisionnel. Je pense qu'il faudrait repenser un petit peu l'économie du secteur pour que ce soit plus équilibré, plus serein, et puis que ça permette aussi aux auteurs d'avoir une vision un petit peu plus sécurisée de leur carrière. Ok, pas terrible. Ça c'est bien ça. Laisse tomber. Toi, je te laisse le bénéfice du doute. Monique, mon petit, amenez-moi un café s'il vous plaît. Oh, j'adore ça. Bon, une petite dernière là. Bon, j'ai plus de projet. Je crois que j'ai une idée. Monique, mon petit chat, appelez-moi Raoul s'il vous plaît. Ah oui, Raoul Covin, qui d'autre, Monique? Ouais, Raoul, j'ai eu une idée, mon ami, tu m'en diras des nouvelles. Alors, je t'explique, une histoire avec un petit Gaulois, un plus gros Gaulois, et à un moment, il y a un extraterrestre qui se pointe. Oh, tout péter avec ça, mon Raoul, tout péter. Attends, ouais, on va peut-être péter plus tôt que prévu. Je te rappelle, Raoul, je te rappelle. Bisous, bisous.